Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné, Séries et compagnie. Nous sommes ici à la Cité internationale des arts qui célèbre en ce moment la fête du graphisme. Au sommaire de ce nouvel épisode, rencontre avec une actrice joyeusement transgressive. Marina Foïs joue les mères indignes dans Papa ou Maman. Mais au fait, d'où lui vient ce goût pour l'irrévérence? Réponse dans la super interview. Sa chanson Like a Hobo a fait le tour du monde. Cette semaine, dans l'extra interview, c'est le British et bohème Charlie Winston qui se raconte en cinéma et en série. Enfin, dans le screen parfait, vous retrouverez un grand nom du cinéma engagé français. Yves Boisset a accepté de revenir pour nous sur l'une de ses œuvres majeures, Le Juge Fayard, un film qui avait défrayé la chronique dans les années 70. Mais tout de suite, petit et grand plaisir font partie de la sélection éclairée d'Isabelle Claire. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, Je sais. Stop, c'est bon. Ça va, là, on a fait une erreur, d'accord? Alors ça va, c'est bon maintenant. Tu arrêtes. La révélation de la semaine, c'est elle. Alba Gaïa Bellugi, découverte chez François Ozon il y a 10 ans. Dans cette série Coup de poing, cette jeune actrice d'à peine 20 ans est sidérante de justesse dans le rôle de Manon. Parce qu'elle est ultra violente avec sa mère, jouée par Marina Foïs, Manon est internée 6 mois dans un centre éducatif fermé. Au gré des rencontres, cet enfermement va conditionner son destin. Tu veux vraiment aller en tôle, c'est ça? Hein? Ah, réponds pas, surtout pas, je sais ce que tu vas dire. Hein, je vaux rien, je suis mauvaise, ma place est en prison, faut me laisser tomber. Je connais ton système, Manon. Hein. 3 fois Manon, c'est 3 fois 58 minutes d'un casting parfait et le mal-être de l'adolescence approché au plus juste dans une fiction. La série a remporté déjà pas mal de prix, une suite est en cours et Alba pourrait bien devenir l'un des nouveaux visages du cinéma. Le fou rire de la semaine est attribué à Discopathe, un slasher movie qui se passe dans les années 70. Oyez plutôt, parce qu'il ne supporte pas la musique disco, un jeune homme se transforme en serial killer dès qu'il en entend les premières mesures. Il fallait oser, le réalisateur franco-canadien Renaud Gauthier l'a fait sur fond de Plastic Bertrand. Cette production indépendante utilise une mise en scène, des costumes et un grain d'image remarquablement fidèle aux années 70 pour un voyage dans le temps aussi gore que burlesque, avec des scènes cultes comme ce très sautillant meurtre au stromboscope. Tiens, ça t'apprendra à faire la belle. 1, 2 et 3. Prenez votre temps. La maîtrise de Radio France, dont vous avez entendu parler dans La Famille Bélier, a décroché sa web-série dédiée et c'est le coup de cœur de la semaine. Ce documentaire en ligne de 13 épisodes présente le fameux chœur de Radio France et ses jeunes disciples. Au programme, une pièce musicale signée par le compositeur Ibrahim Mahalouf et dirigée par Sophie Janin. Assez fort. Là, il faut vraiment que ce soit et les cuivres et les chanteurs. Écoutez Ça, c'est vraiment... ça doit être super puissant ici. Pardon, désolé pour la voix, c'est pas... Vont-ils réussir à s'accorder? Une pluralité musicale et culturelle, le quotidien d'une chorale prestigieuse et des jeunes qui redonnent foi en l'avenir, que du bon quoi. Et pour inscrire votre chère descendance au concours de la maîtrise, dépêchez-vous, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Ne quittez pas dans quelques instants le bijou de la semaine, Phoenix de Christian Petzold, un film magnifique et indispensable, rencontre avec un réalisateur et son actrice. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Marina Foïs et en ce qui me concerne, c'est forcément une aventure parce qu'elle est très loin de l'image policée qu'ont la plupart des comédiennes. Sa façon de sortir des horreurs sans sourciller, son franc-parler, l'impression qu'elle donne de se moquer totalement de son image, il y en a beaucoup que ça intimide, mais moi j'adorerais savoir faire ça. Marina Foïs, c'est vraiment une actrice singulière au choix souvent gonflé. On la retrouve à l'écran dans Papa ou Maman, une comédie à pleurer de rire où face à Laurent Lafitte, elle incarne une femme qui, à l'heure du divorce, est prête à tout pour ne pas avoir la garde de ses enfants. Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre. Absolument. Alors pourquoi Marina Foïs a-t-elle un tel goût pour la transgression, pour le non politiquement correct? Rencontre. Quand est-ce qu'on devra décider si c'est papa ou maman? On va en parler, on va... Ah oui, c'est une décision importante, on va prendre son temps, et tranquille au bidou. Samedi. Quoi? C'est dans 2 jours. Bah tu vois, en même temps. Ouais. Marina, qu'est-ce qui fait que vous étiez l'actrice parfaite pour ce rôle? Ah, bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un humour qui me correspond. Là, il y a les situations qui sont très jouissives. Évidemment, avoir le droit de faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire dans la vie. Et puis Bourboulon, qui a un regard très juste et aussi très complexe. Il n'avait pas envie de nous qu'on soit que drôle. Il voulait qu'on soit vrai, et il voulait qu'on soit beau, et qu'on soit sexy, et qu'on aille loin, et qu'on n'ait pas... Il avait plein d'envie avec nous. On leur demande de choisir entre leur père et leur mère, c'est pas compliqué quand même. Ouais, t'as raison, ils abusent. La difficulté, c'est d'être spectateur de soi-même quand on fait de la comédie et de vérifier qu'on est drôle. Et là, il n'était pas du tout question de ça. Et puis la comédie, elle est construite un peu comme les comédies américaines qui sont construites souvent sur des choses très désespérées. En tout cas, les personnages le sont. Ils sont noirs, ils sont déprimés, ils vont très très mal. Et c'est d'autant plus drôle qu'ils vont mal. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. Quoi? Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit ça. Il y a très peu de comédies transgressives en France. On voit ça dans l'humour belge, on voit ça dans l'humour anglo-saxon, mais en France, c'est assez rare. Le défaut des comédies, souvent, je trouve, c'est les gros traits. C'est-à-dire que on dessine des personnages à la va-vite, on se soumet à tous les clichés, et en fait, les personnages sont caricaturaux. Moi, ça m'intéresse pas de jouer des caricatures, ça m'ennuie, en fait. Regardez ce qu'on propose aux femmes dans la comédie française. Tous les rôles des épouses, qui sont jamais drôles, soit la collègue de bureau nymphomane, soit la voisine mal baisée. Et c'est vrai que c'est un registre qui, pour le coup, moi, m'intéresse pas du tout. Puis, moi, j'aime bien la transgression. J'aime bien la comédie quand elle permet de faire des choses absolument interdites, moralement répréhensibles. J'aime bien franchir des limites et voir jusqu'où on peut aller. C'est normal que je chante de l'air, là? Mais... Non. Oh non, 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 Si, non, non. Mais non. Attends, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bien, c'est moderne. J'aime bien. Faut que ça vive après, hein, tu sais. Si, parce que comme t'as le cheveu lourd, ça Mais te... c'est tout court. Non, ça dynamise, c'est bien, c'est moderne, j'aime bien. Putain, maman. Non, je te jure, t'es content. Tu veux que j'égalise? Tu réfléchis, puis tu me dis, hein, je la garde. La transgression, c'est quand même un truc qu'il y a dans votre ADN. Ouais, oui. Bah oui. Je viens d'une famille, en tout cas la branche, du côté de mon père, la branche italienne, c'est des gens très drôles, mais c'est presque... L'humour est comme un réflexe, c'est presque une dictature de l'humour, c'est-à-dire qu'on ne sait presque pas faire avec les émotions et la vérité et la simplicité. Donc c'est un réflexe et une protection. Mais en même temps, moi, je pense que l'humour est une valeur suprême. Donc, je trouve rien de plus sexy et de plus nécessaire que ça. Je pense que la vie sans ça, elle est terrible. Ça va, mon cœur? Tu m'aimes? Quoi? Putain! Et à part l'humour, vous avez une vraie liberté de parole qu'on trouve chez très peu d'actrices. Les actrices sont quand même très en contrôle. J'ai pas l'impression que votre image soit une énorme préoccupation. Eh bien, c'est plus compliqué que ça, en fait. Je pense que, comme toutes les actrices, je souffre de ce que je suis. Je crois que j'ai peur de vieillir. Je crois que j'ai peur qu'on me propose plus rien. Je crois que j'ai peur de pas être au niveau. Je crois que j'ai peur de tout ça. Mais je crois que je n'accorde pas trop de place à ces peurs-là. Et puis, je me mens à moi-même, en fait. Je fais semblant d'avoir pas peur. Donc ça, je pense que peut-être que j'arrive à vous tromper comme ça.
En tout cas, moi, je ne me sens pas libre. Comment dire? Je suis sur le chemin de la liberté, je fais des gros efforts pour l'être, mais je n'ai pas atteint mon max. J'ai encore du boulot. Je suis pas Depardieu. Moi, la seule personne vraiment libre, quitte à se mettre en danger, quitte à perdre des gens en route, quitte à faire des choses tout à fait discutables, la seule personne que je connaisse qui vraiment s'en fout du regard des autres, c'est Depardieu. J'en ai pas connu d'autres. Vous pourriez tout faire au cinéma? Alors peut-être que c'est faux, puis peut-être que c'est complètement mégalo de dire ça, mais je crois qu'au cinéma, je n'ai pas de cahier des charges. Quand ça marche pas avec un metteur en scène, je bute sur tout et je comprends rien et c'est pénible pour tout le monde. Et quand je suis en confiance, je crois qu'on peut me demander pas mal de trucs. Mais j'ai clivé, moi, sur un plateau, c'est pas moi, c'est pas ma vie. Dans la vie, je suis pudique. Je pratique pas le nudisme. Voilà, et dans le cinéma, ouais. À l'image de la plupart des esprits comiques, Marina Foy se cache derrière son irrévérence, un vrai manque d'assurance. Ne serait-ce d'ailleurs pas cela qui la rend si attachante? Cette semaine, dans le détail qui tue, nous revenons sur Manhattan, la dernière pépite made in US fraîchement débarquée en France sur OCS Max. Got the fastest growing city in America, sitting on the biggest secret in history. I understand there's some kind of crisis at work. You have no idea. What was that? You're gonna love it here. Elle nous plonge au cœur du désert du Nouveau-Mexique pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village secret où vivent d'éminents scientifiques et leurs familles. Manhattan est le nom de code du projet de recherche pour mettre au point la bombe atomique par les Américains qui s'est abattue sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. This war will be fought on the battlefield, but make no mistake, the peace will be won with brains, not brawn. La série a été tournée au Nouveau-Mexique dans un ancien hôpital militaire américain juste avant sa destruction. Si à première vue Manhattan est une série historique, elle est en fait à la croisée de nombreux genres entre soap, espionnage et thriller paranoïaque. On doit l'exactitude de la reconstitution historique à deux pointures de la télévision, Sam Shaw, scénariste de Masters of Sex, et Thomas Schleim, réalisateur de The West Wing. Le générique de Manhattan a été réalisé par le studio Imaginary Forces, qui a également conçu ceux de Band of Brothers, Rubicon, Boardwalk Empire et Black Sails. Et bonne nouvelle pour Manhattan, elle a été renouvelée pour une seconde saison dès la diffusion du premier épisode, La Classe. 3, 2, 1. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, nous interrogeons une personnalité sur son attachement au cinéma et à la série. Il y a quelques semaines, nous rencontrions Charlie Winston juste avant son concert parisien à la Gaîté Lyrique. Le chanteur à chapeau, ultra connu pour ce tube, nous revient avec Curiosity, un nouvel album plus dark que d'habitude, très personnel et apparemment très inspiré par le cinéma. Is your songwriting in any way visual or cinematographic? When you write, do you see? Very much so. Yeah, absolutely. Often it's inspired. I mean, the two biggest inspirations for this new record are Blade Runner, the film Blade Runner, and the film Drive. So really, the album is really inspired by
movies. In the sense of an atmosphere that's created. Not really a visual so much, not so much necessarily, I don't see a vision, I just see a feeling or see a, you know, have a sense of something that I want to touch, but without it being physical, you know? It's like just an energy. And the thing I love about those two films is the weight of the air, do you know what I mean? By the heaviness of the air, you know, like in Drive especially, it's like, well, no, both of them, it's like there's a really heavy weight. I think the whole album was inspired by near future encounters. So in a way you translate movies in feelings? Yeah, yeah. But it's not just movies, I mean, I think it's ideas as well, people's ideas. I mean, essentially a movie is just an idea, it's a concept. And so I'm inspired by concepts, and I don't need to listen to concept albums, but I think movies can be more, or movies and books can be more inspiring to me because I'm always in music, and so I'm a little bit desensitized by music. You know, I'm easily, I easily see through something when it's not really good quality. In film, I might not. Well, I won't pay so much attention to the technical details, but I'll pay a lot of attention to the mood and the overall feeling. Well, I've heard you say that you would like, in a near or far future, to be a director. Yeah. So you might have to be very much focused on technical issues. And yeah. What kind of movie would you like to make? There's a story that I've written which is about a boy who loses his ability to see anything but plastic. Because when I was living in London in 2008, I used to live with four other people in a big house, and we had in the kitchen we had one cupboard under the sink, you know, in the kitchen, and every time somebody went to the shops to get some groceries, they'd come back, empty the bags, and stuff the bags into this cupboard. And this cupboard, you literally open the door, and it's just a wall of plastic bags. And I imagined, I was walking down my street, and I was thinking, what if I could only see in all the houses, I couldn't see any houses, I could just see these cupboards with plastic bags, and then you just get these cubes of like strange sort of plastic bag cubes like hanging in the air and stuff. And so that inspired this idea for this boy who wakes up, and a little bit like Metamorphosis by Franz Kafka, you know, that he wakes up as a beetle, but this boy wakes up as without the ability to just see anything but plastic. And I thought it'd be really, like, visually a really beautiful thing. But kind of asking a lot of questions about how we are so dependent upon oil as well. So it might be an avatar ecological. Yeah, I wouldn't really. I wouldn't really want it to be too moralistic, and I don't think I want to be too moralistic in anything I do. I get a bit bored of morals. I find like it's funny because in my recent video lately, some of my fans were trying to see the moral behind my video. TV series. Are you into this? Do you have time to watch any? Because you have very good ones in the UK. Oh yeah, really good ones. In the UK and I think in this HBO do some amazing TV series as well. Yeah, there's some really cool, Utopia's I don't know if you know that one. Yeah, I love it. That's pretty insane. And the music's really good on that one. I think TV series are very, very interesting medium because it's not taking over, but it is. It's starting to, I think it's for all the people that are really tired of the big Hollywood blockbusters, which there's so much of now, and it's all of our favourite actors are now doing action movie stuff, that I think TV series offer another channel, another platform for people to enjoy something which is actually just character-based, telling a great story, and taking time with it as well. It's really like the cross between a film and a book.
it's kind of like making a book out of a film in a way, and you can take months over it if you want to. And I've read you said that you maybe would like to try to be an actor, which you seem to have very much fun in your videos, actually, but that you were waiting for the right role. What is it you wish you could play? I'd love to play the Joker. Yeah, really? Yeah, I think that. I mean, I think Heath Ledger did an amazing job, and for me, I loved the. You know, it's a great role, the Joker, and also Jack Nicholson. He did an amazing job as well, like in two very different ways. They did a really good job, and I love this character because it's a sort of, there's a clown but there's a craziness as well. There's a madness, and I love that. I love that mixture, or something quite subtle, like someone where there's a really good script, and I mean I like George Clooney. I think he's a great actor, and I think he chooses really interesting films. And one of my favourite actors is Philip Seymour Hoffman, who unfortunately passed away recently, which was really, really sad. But I think he's a really interesting actor because he's always got this intensity in his characters. I'd love to work with someone like Meryl Streep or Amy Adams, or these kind of actors. I think that's interesting. Character-based, like really character-driven stuff. I think if I were to act, it would be, something that'd be really important to me would be to bring something to the director. I mean, I prefer the idea of directing than I do acting, because the director has the global vision of everything, which is much more interesting to me. But I think the interesting thing about acting is that, you inside yourself, you have to go into that place, like go into that world, into that character, and try and pull out something new. And I think the really interesting actors are those ones that they actually don't act. They just are. The actors you talk about, Philip Seymour Hoffman, Meryl Streep, are the ones that cross the line between acting and performing. Yeah. And I think this is something that you do when you sing, is being what you think about, which is very different from just singing a song. When I'm on stage, I won't necessarily always be thinking of myself. I'll be thinking of the character that I'm speaking from, much in the way that Brel did, when he always had a persona in mind. It's much more. I'm not really always sort of thinking about me when I'm thinking, and that because the world gets very small. En attendant de lancer sa carrière d'acteur, Charlie Winston sera en tournée dans toute la France dès mars. Il a fait tourner les plus grands, Jean-Louis Trintignant, Lino Ventura, Charlotte Rampling et même Fred Astaire, et ce, dans des films la plupart du temps très engagés. Yves Boisset est dans Le Screen Parfait. Il revient sur l'un de ses films les plus éminemment politiques, Le Juge Fayard. Mais avant cela, Isabelle Claire a très envie de vous emmener voir le nouveau film du réalisateur allemand Christian Petzold. Si c'est une heure, alors là, c'est autre chose. Ohne Johnny hätte ich das Lager nicht überlebt. Jede Nacht, jeden Tag habe ich nur daran gedacht, wie ich zu ihm zurückkomme. Und als ich dann wieder hier war, da musste ich ihn einfach suchen. C'est le film à voir cette semaine et c'est Phoenix de Christian Petzold, chef de file du nouveau cinéma allemand. Der Wundkanal hier ist eine Schussverletzung. Wir haben sie für tot gehalten. Haben Sie Glück gehabt. Du hast geerbt. Deine ganze Familie ist tot. Wo ist Johnny? Johnny hat die Frau. Le réalisateur y dirige Nina Hoss pour la 5e fois et l'actrice se surpasse dans une composition noire qui va s'éclaircir et renaître au fil de l'histoire dans un Berlin dévasté par la guerre. So rein technisch habe ich einfach schlichtweg abgenommen, ein bisschen, alles, weil ich habe da sowieso schon so 2 Knochen, immer, dass die noch mehr rauskommen und dass man einfach dünn und etwas zu dünn aussieht, ganz zerbrechlich, einfach so gläsern. Das wollte ich gerne zeigen. Es ist natürlich ein Zusammenspiel, aber es braucht eben auch das innere Aufleuchten und langsam zu sich kommen. Dann entspannen sich Gesichtszüge, die Augen sind wacher. Und das kommt aber mit der Geschichte. Sie sehen jemanden sehr ähnlich. Wem? Meiner Frau. Jetzt, wo sie tot ist, hat sie Geld. Als sie noch lebte, hatte sie keins. Sie sollen meine Frau spielen. Dann werden Sie als Überlebende zurückkehren und das Erbe antreten. Es gab damals viel mehr Farbaufnahmen aus Berlin als Schwarz-Weiß. Wir tun nur so,
weil es historisch ist, dass es schwarz-weiß gewesen ist. Und der Kameramann und ich haben uns sehr viel dieses Material angeschaut. Ganz viele schwarze Seriefilme, also Film Noirs gezeigt, die ja viele von deutschen Regisseuren und deutschen Kameramännern gemacht worden sind und in denen eigentlich der Albtraum oder der Abgrund, den der Holocaust darstellt, spürbar ist. Und haben die ähnliche Farbpalette im Kodak-Material wiedergefunden. Résultat, un Berlin jamais vu auparavant et une mise en scène qui prouve une maîtrise parfaite de la narration cinématographique. Das ist eine Sache, da gerate ich mit dem Kameramann immer wieder aggressiv aneinander. Weil Kameraleute lieben ja die sensationellste Perspektive. Ne? Die Ars Nouvelle-Perspektiven. Die Kamera ist hier unten oder oben oder Pferd und Kräne. Ne? Und ich zeige ihm dann immer die Arbeit von Dubchansky in La Femme d'à côté, heißt das so? Ne? Wo einfach, wo das Objektive und das Subjektive in einer Balance sind, die immer noch fantastisch ist. Un film fort et bouleversant, un amour qui permet de survivre et une des plus belles fins du cinéma, libératrice et inoubliable. Allez, ciao! Une rencontre avec Yves Boisset est forcément jubilatoire. À 76 ans, cet homme a su garder la noble ambition de porter un éclairage différent sur les problèmes de société qui dérangent. Pour moi, Yves Boisset est un cinéaste qui compte. D'abord parce qu'il a cet honneur corrosif de déplaire, et puis surtout parce qu'il a su mettre en scène les rapports complexes entre police, pouvoir politique et justice. C'est le cas dans l'un de ses films majeurs pour lequel nous l'avons invité, qui marque d'ailleurs sa première rencontre avec Patrick Devers, le juge Fayard, dit le shérif. Yves Boisset, la motivation à faire du cinéma pourrait-elle se résumer à cette simple question: a-t-on quelque chose à dire? Si on fait des films, c'est assez triste, je pense, si on n'a rien à dire. Cela fait plus de 40 ans que ce cinéaste humaniste nous dit des choses que certains font mine de ne pas entendre. Avant de regarder le monde à travers l'objectif de sa caméra, Yves Boisset a d'abord usé de sa plume pour parler du cinéma des autres dans la presse. Tout au long de sa carrière, son œuvre très critique envers les institutions cherchera à rendre justice aux vérités enfouies ou trahies. Boisset met en scène des personnages idéalistes pour qui les choses ne se terminent jamais bien. C'est le cas du juge Fayard, dit le shérif, qui égale des œuvres comme celle de Costa Gavras. Boisset, lui, a le mérite de rester en France pour traiter d'une actualité brûlante à l'époque, l'assassinat du juge Renaud survenu en 1975. C'est le premier haut magistrat assassiné depuis la Libération. Le film sorti en 1977 dérange le pouvoir politique qui se retrouve ici bousculé. Malgré les menaces, les agressions et les coups et blessures, Yves Boisset reste, comme son personnage, un insoumis. Le shérif a-t-il voulu protéger sa compagne, la mystérieuse mademoiselle L? Vous instruisez la mort d'un témoin. Vous n'êtes pas un justicier du Far West. Encore une fois, mon cher, n'essayez pas de tout faire vous-même. Laissez travailler la police. Comment on le présente, ce film, Le juge Fayard dit le shérif? On dit film policier ou film politique, Yves Boisset? C'est un film policier, à la base. C'est un polar, mais qui en même temps, indiscutablement, a un certain contenu social ou politique, c'est clair. Et d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque le film a suscité un certain émoi auprès de la commission de censure et auprès des partis politiques qui dirigeait la France à cette époque. Si on vous retirait cette affaire, on dira encore que c'est pour des raisons politiques ou parce que vous appartenez à un syndicat qui n'a pas notre agrément. Vous conservez cette affaire. Seulement, attention, le garde des Sceaux a l'œil sur vous. Alors au moindre faux pas. De quoi est faite votre mise en scène pour ce film? D'abord, il est à noter, même si ça ne se voit pas, que le film est tourné entièrement à la main. C'est-à-dire le caméraman avait la caméra à l'épaule,
ce qui se voit pas tellement, mais ce qui donne une fluidité et un mouvement que très certainement le film n'aurait pas autrement. Le film, dans beaucoup de scènes, s'apparente assez clairement à un reportage, même si, bien évidemment, c'est une fiction, avec beaucoup d'action, des fusillades, des trucs, mais il est tourné vraiment comme si la caméra était un des personnages du film. Toi, tu vas chercher du scoop. D'accord, nous, on y va. Votre premier film date de 68. Vous êtes-vous lancé dans le cinéma avec en tête des références? Moi, c'est majoritairement le cinéma noir américain, qui avait cette particularité d'être un cinéma très social, qui dépeignait, par exemple, un métier, une ville, un climat, un milieu. Je pense, par exemple, au film de Jules Dassin, au film de Richard Brooks, de Fritz Lang, de Kazan, etc. Et qui étaient en même temps de très grands metteurs en scène, par ailleurs. La mise en scène, c'est savoir choisir des comédiens. Trintignant, Michel Bouquet, Annie Girardot ou Philippe Noiret se retrouvent dans vos castings. De quoi c'est fait la direction d'acteur? La direction d'acteur, c'est, je pense, une tentative de faire rentrer les acteurs dans un personnage. Donc de les familiariser avec ce personnage. Et moi, je donne absolument pas d'indications précises sur la façon dont on doit jouer. Par contre, souvent, avant chaque scène, le matin ou au déjeuner, je raconte des anecdotes ou des trucs autour du personnage, de façon à créer une sorte de climat, de mood, qui les rapproche du personnage. C'est absolument fascinant, d'ailleurs, de découvrir derrière la carapace de l'acteur, derrière l'armure de l'acteur, son moi intime. Par exemple, quand on prend un acteur comme Jean Carmet, qui a joué pendant des années le cousin de province, un pouille-couillon, mais très sympathique et brave type par essence, c'est très intéressant d'aller chercher chez Jean, qui a été une des personnes que j'ai le plus aimé au monde et dont j'ai été le plus proche. Mais il y avait chez Jean Carmet des abîmes de méchanceté et de duplicité qui se révélaient dans Dupont-la-Joie. Vous avez également dirigé des acteurs étrangers comme Roy Scheider ou Fred Astaire. Leur façon de travailler est-elle différente? Ce qu'on peut dire d'une manière générale, très générale, c'est que les acteurs anglo-saxons sont beaucoup plus appliqués, beaucoup plus professionnels que les acteurs européens. Les acteurs anglo-saxons, par exemple, si ils ont à manipuler des armes pendant un film, ils vont vraiment apprendre à se servir d'un Beretta ou d'un Colt 45. Les Français, on a souvent l'impression que les acteurs manient un flingue comme un poireau. Revenons à votre interprète Patrick Devers. Mado Morin, sa mère, disait d'ailleurs à propos de ce film, il me semble, il ne jouait pas, il vivait les scènes. Oui, c'est vrai. À tel point d'ailleurs que quand il jouait un personnage négatif, il devenait franchement négatif. Donnez-moi le nom, Bouvine. Écoutez, Bouvine. Puis vous allez crever, mon Dieu. Vous allez crever, alors qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, monsieur, mais vous voyez bien qu'il va s'évanouir. Bouvine. Bouvine. Je vous prie de sortir immédiatement. Laissez-nous faire notre métier, docteur. Merde. On passe au cas pratique, Monsieur Boisset. La question, c'est en quoi le choix de vos cadres dans cet extrait donne des informations qui construisent le récit? C'est-à-dire que le panneau, évidemment, permet à Quatrelle de découvrir le chantier et c'est la structure du plan qui permettait de découvrir les cadavres. Donc, c'est dans la nature d'un film policier d'aller de découverte en découverte. Enfin, chaque plan, en quelque sorte, est une enquête. C'est un ouvrier qui a trouvé le corps de Marcheron ce matin à l'embauche.
Il est rare, moi, que j'utilise des optiques soit minimales, soit maximales. C'est-à-dire, la plupart du temps, je suis entre le 25 et le 50. En général, moi, j'aime bien avoir un regard humain. Et John Ford disait que lui, il avait toujours sa caméra à la hauteur et à un emplacement crédible, comme si c'était un des personnages qui vivait la scène à travers la caméra. Il détestait, par exemple, Orson Welles en disant « Mais c'est quoi ce plan vu du plafond? C'est le point de vue de la mouche ?» Yves Boisset, pourquoi filmez-vous? Un film, ça doit être avant tout un spectacle. Et après, si à travers ce spectacle, en faisant rire les gens, en les faisant pleurer, en leur faisant peur, en les passionnant, dans certains cas, un film peut effectivement être un moyen d'éveiller à la conscience. Ciné, séries et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, vous le savez, ça n'est jamais vraiment fini. En couple ou entre amis, à la crêperie ou dans son lit, pour peu que vous ayez un ordi. Mais à la télé, ça marche aussi. Revoyez toutes nos aventures sur OCS Go, Dailymotion ou encore YouTube. Je vous incite également à vous rendre ici, à la Cité internationale des arts, mais aussi dans plein d'autres lieux de la capitale pour plonger dans un grand bain de formes et de couleurs. C'est la 2e édition de la Fête du graphisme et c'est jusqu'au 4 mars prochain. Sur ce, salutations, révérences, salut.